J'adore Demon Slayer et le dernier film a un potentiel artistique indéniable, mais il est l'équivalent dans le monde de l'anime des films Marvel. Si Crunchyroll adoptait une stratégie plus long terme en investissant dans l'anime en tant qu'art à part entière plutôt que dans une simple machine à fric shonen, en finançant massivement des films d'animation indépendants et en assurant leur distribution en salle, tout en développant progressivement la communauté de fans, et enfin qu'il visait un Oscar, je pense que le projet aurait eu un bien bel avenir. Pour l'instant, cela ressemble surtout à un moyen d'attirer l'attention d'Hollywood. Madame Claudia Amenabar, vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect et votre phrase là synthétise ma pensée sur l'industrie de la japanimation de ces dernières années qui m'a beaucoup déçu. Car oui, en effet, Demon Slayer, le château de l'infini, ne fait pas partie de la liste finale des Oscars. Et je sais pas si ça se voit un petit peu à mon sourire, mais moi je suis content. Moi je pense que ça aurait été un scandale si ce film-là aurait fait partie des Oscars. Encore plus s'il l'aurait gagné, mais même une nomination, pour moi ça aurait été un scandale. Et j'ai regardé un petit peu tout ce qui se dit sur les réseaux. J'ai vu que les fans de Japanimation sont un petit peu dans une espèce de paranoïa. Ouais, les Oscars nous ont boycottés, ils ne veulent pas que des films d'animation japonais aient les Oscars. On ne sait pas pourquoi. Sur quoi cette théorie est fondée, on ne sait pas pourquoi. Heu, c'est pas une vidéo pour défendre les Oscars. C'est pas une vidéo pour dire que les Oscars, c'est génial, que les Oscars, c'est le baromètre de la qualité cinématographique, loin de là. C'est une vidéo pour dire que pour moi, une partie de l'industrie de la japanimation est en train de péter un câble et est un petit peu en train de me décevoir et de trahir un petit peu la japanime pour moi. Et quand je parle d'une partie de la japanimation, je parle de la partie mainstream, mais en réalité, je parle de ce mec-là. Je parle de ce mec-là, président de Crunchyroll et plus encore, tout le délire qu'il est en train d'amener, qu'il est en train de fonder, tout ce que Sony Pictures est en train de fonder comme truc qui peut presque s'apparenter à un monopole dans les plusieurs années, avec le rachat d'Aniplex, avec tout ce que fait Crunchyroll, avec son obsession pour absolument avoir un Oscar et pour moi, en train de détruire la belle Japanimation. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo et pour ça, je vais me servir de cette liste des Oscars aussi parce qu'il y a 2 films français qui ont été nominés, une première dans l'histoire, Arco et La Petite Amélie. D'ailleurs, c'est La Petite Amélie qui doit gagner les Oscars selon moi, je vais vous expliquer pourquoi et ça, ça me fait plaisir et je vais vous expliquer pourquoi ça me fait plaisir pour le monde de l'animation en général et qu'est-ce que ça inaugure pour moi de mieux dans l'industrie générale de l'animation? C'est encore une vidéo où on va tout mélanger. C'est encore une vidéo où il faudra regarder jusqu'au bout, écouter mes arguments et commenter avec tout ça en tête et avec réflexion. Et commenter aussi, parce que c'est encore une vidéo où je vais, je pense, réagir aux commentaires. OK, je vais d'abord expliquer un petit peu comment fonctionnent les Oscars, comment fonctionnent les votes dans les Oscars pour vous expliquer à quel point c'est pas du tout une dinguerie que Demon Slayer ne soit pas nominé. C'est pas une histoire de boycottage ou que les États-Unis aiment pas le Japon, et cetera. L'idée, c'est pas de défendre les Oscars pour dire que c'est l'étalon hors de l'animation, qu'il faut absolument obtenir les Oscars. Loin de là, cette cérémonie est critiquable. Mais ce que j'entends depuis sur internet, de la part de certains fans d'animé, c'est totalement de la paranoïa et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut comprendre ce que sont les Oscars. Les Oscars, c'est une cérémonie qui vise à récompenser les meilleures productions de l'année, en termes de cinéma, les meilleures productions cinématographiques. Donc on juge les qualités cinématographiques. C'est pour mettre en valeur le cinéma et le travail de ces artistes-là. Voilà. Donc déjà, il faut oublier, il y a pas à faire de popularité, il y a pas à faire de qui a fait le plus d'entrées, plus de vues, qui est quoi, quoi, quoi. Le critère numéro un, ce sera toujours
la qualité cinématographique. En tout cas, c'est le critère, assumé. C'est le critère, voilà, assumé par l'académie. Dans chaque catégorie des Oscars, c'est-à-dire long métrage, court métrage, animation, musique, acteur, il y a une académie différente. Une académie différente composée de centaines de personnes, des professionnels du domaine. Donc, dans ce qui est l'animation, donc court et long métrage de l'animation, il y a une branche animation avec des professionnels de l'animation. C'était en grande partie des professionnels qui venaient du milieu d'Hollywood, mais récemment, je crois 2020-22, quelque chose comme ça s'est un petit peu plus internationalisé suite à un mouvement Oscar is so white, dans le sens où on dénonçait un manque de représentation, dans l'échantillon, enfin parmi les votants. Donc maintenant on peut, les professionnels, donc c'est des réalisateurs, des artistes, des animateurs, ceux qui travaillent dans le domaine, des producteurs, mais aussi certains blogueurs. Par exemple, là, il y a je ne sais pas si vous connaissez Katsuka, un blog sur l'animation ultra référencé, bref. Son créateur fait partie vote pour les Oscars, fait partie de cette branche animation-là. C'est pour vous dire un petit peu le panel de personnes qui peuvent voter. Bien sûr, je me doute bien que ça reste très Hollywood centré, quoi. C'est très centré sur des personnalités d'Hollywood. Donc, il y a forcément un biais, ça c'est sûr. Mais maintenant, comment fonctionnent les Oscars? Il y a une liste d'éligibilité d'à peu près, de tous les films qui sont sortis, on voit ceux qui sont éligibles. Pour qu'ils soient éligibles, c'est déjà là où on va avoir déjà un premier problème, c'est que pour qu'un film d'animation soit éligible, il faut qu'il soit distribué aux États-Unis. Il faut qu'il ait eu un minimum d'une certaine salle aux États-Unis, en plus d'avoir été sorti l'année précédente et aussi d'avoir des critères, voilà, faut plus de 78 du film doit être animé, le personnage principal doit être animé, bref, faut que ça soit de l'animation, quoi. Mais aussi, faut qu'il y ait un minimum de sorties aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de films d'animation qui n'ont pas été distribués aux États-Unis, qui ne sont pas éligibles. Donc là, c'est pas une affaire de boycottage, mais là, on peut vraiment parler de voilà, c'est pas absolu les Oscars, c'est très centré sur la perception américaine et ça, je le dis totalement, c'est clair là-dessus. C'est pas c'est pas la culture mondiale, c'est vraiment américaine, quoi, avec un point de vue assez américain. Maintenant, la plupart des films japonais sortent. La plupart des films japonais sortent aux États-Unis et les États-Unis, en tout cas Hollywood et les personnalités, professionnels d'Hollywood aiment plutôt bien les films japonais, franchement. Hem, Parmi toute cette liste de films éligibles, il y a une shortlist, c'est-à-dire on fait un premier écrémage où là, les membres de la branche animation, donc la centaine de personnes, vont sélectionner vont voter pour les films qu'ils vont sélectionner dans une shortlist d'à peu près 35 films. Donc sur la centaine de films qui sont sortis cette année, ils vont en découper pour au final qu'il en reste 30. Et ce qui est intéressant, c'est que pour voter dans la section long métrage animation, faut avoir vu faut pas avoir vu tous les films. Faut pas avoir vu tous les films, faut avoir vu un certain nombre de films. C'est-à-dire, au moins 50, quelque chose comme ça. Mais c'est pas tous les films. C'est-à-dire qu'il y a plein de films que tout simplement, en fait, les votants n'ont pas vus. Ils les ont pas vus. Mais si tu es dans cette liste-là, ça veut dire que forcément, tous les votants t'ont vu. Et Demon Slayer et Chainsaw Man non, Demon Slayer, pas Chainsaw Man, Demon Slayer a fait partie de cette shortlist. Ça veut dire que tous les votants ont vu Demon Slayer et ont décidé de le mettre dans cette shortlist. Et à partir de là, tout le monde peut voter dans la shortlist. C'est-à-dire pas que la branche animation, mais vraiment même la branche, cinéma et enfin la branche cinéma tout court, live, peut aussi voter, pour les nominer. À partir de ce moment-là, il faut que tout le monde ait vu tous les films de la shortlist. Ça veut dire que tous ceux qui ont voté ont vu tous les films de la shortlist. Donc c'est pas une affaire de
de ouais, il a pété les scores, les records, on s'en fout. Et là, c'est là où je vais vous parler d'un vrai boycottage, c'est que tous les films chinois, il y en a aucun qui ont fait partie de la shortlist. Parce que déjà, il y en a très peu qui ont été distribués, mais même parmi ceux qui ont été distribués, aucun n'a été retenu. Parce que les Américains n'étaient pas obligés de le voir. Et là, on peut pas vraiment parler de boycottage. Parce que quand un ESA 2 qui a tout pété et que tu me dis que tu l'as pas vu en tant que professionnel de l'animation, c'est bizarre. Legend of Aang aussi. Il y a plein de films qui sont sortis des radars d'Hollywood, en fait. Soit pour des raisons politiques, comme je le pense que c'est le cas pour les films chinois, soit pour d'autres raisons d'éligibilité, comme on l'a vu. Pour d'autres films, plein de films qui sont sortis en Afrique, en Asie de l'Est, en Europe de l'Est, en il y a plein de films qui sont sortis et qui ne seront jamais, en fait, éligibles pour les Oscars ou qui ne vont jamais être vus par les votants. Voilà. Pour Demon Slayer, pour Chainsaw Man, pour la plupart des films japonais, ce n'est pas le cas. Demon Slayer a fait partie de cette shortlist. Donc, il a été retenu, il a été vu et ceux qui vont voter pour qu'il soit nominé ou non, ont forcément vu Demon Slayer. Donc ils vont juger Demon Slayer sur ses qualités cinématographiques. Ils en ont rien à foutre des records que ça a brisé ou pas. La preuve, c'est que dans les nominés, il y a eu La Petite Amélie, il y a eu Arco, qui sont des films français qui ont, voilà, eu un succès extrêmement modeste au box-office et le dernier vainqueur des Oscars, c'est un film letton. C'est un film une coproduction donc entre la Lettonie, la Belgique et la France, avec 2 millions d'euros de budget, que la plupart des gens, même en Lettonie, n'avaient pas vu, quoi. Mais on va y revenir de pourquoi comment il a réussi à gagner par la suite, on va revenir sur, tout ça là-dessus. Mais déjà, il faut bien comprendre ça. Il faut pas rentrer dans cette paranoïa de: «Ah ouais, mais même le making of sur la chaîne YouTube des Oscars, il a fait beaucoup de vues». On en a rien à faire. Voilà. Maintenant, pourquoi il a pas été retenu Demon Slayer? C'est simple. Pour moi, c'est simple, c'est parce que c'est même pas un film. C'est une cérémonie qui a pour but de mettre en valeur et en lumière, le cinéma. Toi, tu sors une compilation d'épisodes dont il faut avoir vu les 4 saisons en animation derrière pour comprendre et les mecs qui votent, ils doivent voter ça, ils doivent te mettre dans les nominés. À quelle heure? Pourquoi? Il y a aucune raison il y a aucune raison qui fait que pour moi Demon Slayer doit être nominé et même en termes d'animation, en fait, ce qu'il faut se dire, les fans d'animé, regardez un peu plus de films d'animation. L'animation de Demon Slayer, c'est pas le bout du monde. Genre, c'est impressionnant, surtout quand tu viens de la Japanime et cetera, c'est impressionnant, il y a des mouvements de caméra, mais OK, tranquille. Il y a plein de styles d'animation, il y a plein le langage de l'animation a tellement été exploité de tant de manières que ça et il y a de telles propositions artistiques qui sortent en animation chaque année, pour croire que Demon Slayer, c'est le bout du monde. Non. Arco, le film est génial. Petite Amélie, je vous invite à aller le voir, le film est génial. Il y a des vraies idées de mise en scène, il y a des vraies idées d'animation, de trouvailles, narratives, en termes de couleurs, en termes d'ambiance, en termes de tout. C'est pas parce que ça explose de partout ou que ça fait des roller coasters, avec la caméra que voilà, on doit s'extasier dessus, que voilà quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, déjà, il faut bien le comprendre. Là, je vais reprendre par exemple l'exemple de Flow, le dernier film qui a reçu cet Oscar avec 2 millions d'euros de budget. Flow est un film d'animation qui véritablement réinvente la manière de raconter des histoires en animation. C'est un film où il y a très peu de coupes, il y a presque pas de storyboard. Il a été pensé un petit peu comme un espèce de documentaire animé, genre extrêmement vivant. Il nous a vraiment donné là énormément de matière nouvelle sur comment raconter des histoires en animation. Ce film a une véritable proposition artistique intéressante. En tant que film d'animation, c'est extrêmement logique qu'il soit oscarisé. Même si c'est pas la seule raison, mais voilà, c'est extrêmement logique. Maintenant, pour avoir une chance de gagner les Oscars, ou au moins de faire partie des nominés, pas que les Oscars, la plupart des cérémonies de récompense aussi, il faut faire ce qu'on appelle une campagne de lobbying. Ça, c'est acté, c'est démocratisé dans le milieu, tout le monde le sait. Il y a véritablement des stratégies pour
essayer de viser les récompenses. Parce que les retombées, pour ces que tu as juste en ayant une nomination, elles sont énormes. Surtout pour certains réalisateurs, certains studios qui essayent d'émerger. Une campagne de lobbying, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a parmi tous les films qui sont éligibles, pour passer le premier step et faire partie de la shortlist, tu n'es pas obligé de tous les voir. Malheureusement, ceux qui vont être vus, c'est ceux qui ont eu c'est ceux que, bah, les votants vont pouvoir voir, donc c'est ceux qui sont un peu à Hollywood et cetera. Donc toi, ton but, ça va être tu vas allouer un budget à des organismes, à des personnes, à des gens qui ont des contacts pour organiser, en fait, beaucoup de séances de visionnage, de festivals, d'événements autour de ton film pour que le plus de membres de l'académie possible puissent le voir, puissent le repérer ton film. Puis après, tu vas faire des festivals où tu vas expliquer la démarche, où tu vas construire un storytelling autour de ton film. Parce que, ça, c'est un des critères d'ailleurs, c'est une des personnes en fait qui gère les campagnes de lobbying qui a dit ça, c'est sur ça que je m'appuie. Je vais vous mettre l'article en description. Mais beaucoup se, les votants sont très sensibles et de plus en plus sensibles aux histoires en dehors du film. L'histoire de comment t'es venu l'idée, de la méthode de la méthode d'animation utilisée, pourquoi, de ce que tu as voulu raconter à travers ton film. Il y a tout un voilà, il y a tout un storytelling à créer autour de ton film, en plus de multiplier les diffusions un peu partout pour essayer de faire connaître ton film au plus de votants possible, pour qu'ils passent justement ce premier step-là. Et Flow, un film qui avait que 2 millions d'euros de budget, donc quasiment donc c'est ridicule pour faire son film, en avait encore moins pour ces Oscars-là. Mais il a été très malin lui. Lui, il a je pense que c'est plutôt quelqu'un de la nouvelle génération, il a beaucoup utilisé les réseaux pour justement attaquer l'angle du petit film laiton avec 2 millions d'euros de budget qui arrive à concurrencer les plus grandes productions hollywoodiennes, et cetera. De ce réalisateur qui réalise son tout premier film et qui est déjà génial. Bref, il y a eu toute une petite histoire, un peu success story qui s'est formée autour, qui a été beaucoup relayée dans la presse et qui a donc fait mouche auprès des votants. Et si tu combines ça avec la qualité du film, tu as quand même une explication de pourquoi Flo a gagné les Oscars et j'aimerais le souligner, c'était, inattendu. C'était totalement inattendu. Cette année-là, il y avait aussi Robot Sauvage, qui était le film de Chris Sanders avec DreamWorks. Chris Sanders qui est déjà, une personnalité bien connue du monde de l'animation, les studios DreamWorks derrière. Tout le monde l'avait vu, tout le monde reconnaissait que le film était très, très bon en plus. Donc c'était vraiment, vraiment un cas de force majeure et si vous regardez en réalité les derniers vainqueurs d'Oscar, que ça soit dans le court métrage ou long métrage d'animation, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de productions internationales, pas qu'américaines, qui ont gagné, notamment japonaises, notamment Le Garçon et le Héron qui a gagné alors que pour moi, ça devait être soit être, Nimona, soit Spider-Man. Voilà, il y a pas de boycottage. Il y a un format, je dis pas que c'est parfait ou quoi, mais il y a un format qui laisse un peu plus d'espace et un peu plus ouvert pour tout type de créateur et tout type de contenu. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est parce que Purini, le CEO de Crunchyroll, a décidé de faire une campagne de lobbying autour de Demon Slayer. Il a dit: «Ouais, OK». Ils ont priorisé Demon Slayer et ils voulaient que Demon Slayer gagne ces Oscars-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le film. C'est pour ça qu'ils en ont fait un film. C'est pour moi une des raisons de pourquoi ils ont fait le film. Pause, je suis le motif du montage et je viens de me rendre compte que je n'ai pas été très très clair dans les minutes qui vont suivre. Et je viens de te dire un truc qui est faux. Non, la cérémonie et l'Académie des Oscars n'acceptent pas tout type de contenu. Justement, en fait, les films qui sont des suites de séries et qui en fait
peuvent être des séries comme des films où il y a pas de raison artistique qui justifie que ce soit des films, je pense que l'académie ne les met pas en valeur, parce qu'ils ne considèrent pas ça comme étant du cinéma. Alors que c'est une tradition, alors que c'est une pratique qui se fait de plus en plus actuellement dans la japanimation. En réalité, c'est récent, mais ça se fait de plus en plus. Et en fait, ce que je vais dire par la suite, c'est que moi, je peux comprendre ça, en fait. Parce que si tu te poses 2 secondes, pourquoi est-ce que Purini, donc le PDG de Crunchyroll, voulait absolument faire de la suite de Demon Slayer un film? Bah, je crois pas qu'il y ait des raisons artistiques. Je crois qu'il y a que des raisons économiques, dont gagner les Oscars. C'était son objectif assumé depuis le début, parce qu'il sait tous les retombées qu'ont les Oscars et qu'il a un plan plus grand pour la suite, pour, l'industrie de la japanimation. Donc en fait, il y a pas de raison artistique que ça soit un long métrage d'animation. Donc, pourquoi avoir fait une campagne de lobbying sur Demon Slayer? Pourquoi Demon Slayer devrait gagner, l'Oscar qui récompense le meilleur long métrage d'animation s'il y a aucune raison artistique qui justifie sa création? Et comme l'a dit madame Abenabar, les votants ne sont pas dupes. Ils connaissent les intentions derrière, ils savent pourquoi ce film Demon Slayer est en film, en fait. Pour moi, en fait, l'industrie de l'animation japonaise, à un moment donné, elle était aussi, innovante, aussi rafraîchissante, aussi intéressante pour nous. Là, je parle vraiment de notre point de vue, enfin, les non-japonais, pour nous, elle était aussi intéressante parce que c'était, en fait, un coin de l'animation qui était assez indépendant. Heu, bon, maintenant, ça s'est beaucoup ouvert, c'est beaucoup démocratisé, il y a pas de problème là-dessus. Même en termes d'artistes, il y a t on appelle tout ce qui est la web gen avec des animateurs qui viennent un petit peu des 4 coins du monde. Ça, c'est beaucoup ouvert. Il y a pas de souci là-dessus. Mais l'animation japonaise avait quand même un savoir-faire spécifique à elle, avait ses propres codes, ses propres références, sa propre, vision de l'animation et ils voulaient impressionner personne, en fait. Ils faisaient des choses dans leur coin. J'ai pour meilleur exemple, en réalité, Miyazaki et Takahata, même Satoshi Kon, même, Katsushiro Otomo, c'est des mecs, ils ont jamais fait de campagne de lobbying pour avoir les Oscars, ils en ont rien à foutre. En fait, ils en ont rien à foutre, ils font leur cinéma comme eux, ils l'entendent, avec les références que eux ils avaient. Par exemple, Miyazaki, Takahata, des très grands fans de l'animation française, de l'animation soviétique aussi, de l'animation chinoise et du coup, ils ont créé tout un langage et ils ont obtenu le respect d'Hollywood, des États-Unis et plus généralement du monde entier, après ça, en fait, sans le quémander, sans l'acheter. Et c'est comme la phrase que j'ai citée en début de vidéo, c'est que là, pour ce qui est, en tout cas, du mainstream, pour ce qui est de Crunchyroll en réalité, pour ce qui est de tout ce qui est en train de faire Crunchyroll, c'est un peu l'inverse. En réalité, ils surfent sur une tendance, c'est que l'industrie de la japanimation n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. On parle beaucoup d'âge d'or dans les années 90 et tout. L'âge d'or de la japanimation, c'est actuellement. Hem et il y a un phénomène qui fait que depuis quelques années, les revenus les revenus suite, hem, les revenus générés à l'étranger, hors Japon, dépassent les revenus générés au Japon. C'est-à-dire que maintenant, dans l'industrie japonaise, et ça fait que quelques années que c'est le cas, on pense beaucoup plus à plaire à l'extérieur, à plaire au reste du monde et donc à 2 foyers principalement Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, qu'à plaire, et Asie aussi, autre part aussi en Asie, que ce soit Chine et cetera, qu'au Japon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'exploitation de droits, de licences d'anime à l'international, de diffusion et tout, c'est Crunchyroll les numéros un et très largement et ils veulent asseoir un petit peu leur domination et surfer sur cette tendance qui dit qu'en fait, les animés, ça va beaucoup plus rapporter à l'étranger que sur le sol japonais. Tout ça s'inscrit dans un plan bien plus grand, dirigé par Sony, parce que Crunchyroll, c'est une filiale de Sony, qui ont racheté aussi Aniplex, un producteur d'anime au Japon, pour faire en sorte que la prochaine grosse IP
qui vaut des milliards et des milliards de dollars, le prochain gros Marvel Cinematic Universe, soit un animé japonais. Donc et c'est pour ça que là, ils chassaient les Oscars avec Demon Slayer et c'est pour ça qu'ils ont mis Demon Slayer en avant. Parce qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres films japonais qui sont vraiment des films et qui auraient mérité en soi, heu, d'avoir une campagne de lobbying. Même si encore une fois, je le répète, c'est pas obligatoire, on s'en fout des Oscars en réalité. Les Oscars, ça ne reflète pas spécialement, hem, la qualité d'une œuvre ou quoi. Il y a plein de films japonais qui ont jamais eu d'Oscar, qui ont jamais fait de campagne de lobbying, ça leur va très bien. Il y en a qui ont quand même été nominés, tu vois? Mais ils ont pas fait de campagne. Genre, je pense à Princesse Kaguya, je pense à Suzume de Makoto Shinkai. Voilà, ils ont juste fait leur film dans leur coin. Les Oscars, ça vient ou ça vient pas, on s'en fout. Mais bon, là, vu qu'on est dans vu qu'ils sont dans une stratégie de vouloir, vraiment essorer, utiliser, exploiter à fond les méga shonen et en faire des méga, méga licences et de chasser leur MCU, bah, on se retrouve avec des trucs comme ça, avec des trucs qui n'ont pas de sens, en réalité. Demon Slayer aux Oscars, ça n'a pas de sens. Et moi, mon problème, il est où? Parce qu'en soi, voilà, en quoi c'est un problème, en réalité? Parce qu'en soi, bon, ils veulent juste faire de l'argent en exploitant des licences. En fait, le problème, il est dans le sens où, quand tu sais tous les problèmes que connaît l'industrie de la Japanimation actuellement et quand tu vois tout ce qu'elle brasse, il y a un problème. L'industrie de la Japanimation est en pénurie de talents graves dans le secteur de l'animation 2D. Il y a pas assez de formation, il y a pas assez de productions qui sont là pour former de nouveaux talents. Il y a pas assez de passation de pouvoir, de transmission de savoir-faire et il y a pas assez pourquoi? Parce que les studios, les artistes, les réalisateurs n'ont pas assez de pouvoir dans la production de leur œuvre. Pour produire un animé, grosso modo, faut un comité de production qui est donc un groupe de plusieurs entreprises qui vont avancer les fonds pour faire l'anime en ayant un retour sur investissement. Donc, on retrouve généralement, Sony, Music pour, faire tout ce qui est opening et cetera. On retrouve, hem l'éditeur du manga ou du light novel à la base. On retrouve souvent aussi Bandai Namco ou d'autres entreprises pour faire le merchandising derrière. On retrouve Crunchyroll pour exploiter les droits de licence à l'international et diffuser sur la plateforme de streaming. On retrouve des trucs comme, des diffuseurs de chaînes comme Aniplex, Toho pour la télé. On retrouve pas le studio de production qui a presque aucun mot à dire et qui, en fait, n'est qu'un prestataire, n'est vu comme un prestataire et du coup, la production qu'ils vont devoir réaliser leur sert pour faire tourner leur argent, l'argent qu'ils vont recevoir pour faire cette production va leur servir pour tourner le temps de faire la production et c'est tout. Ils vont pas réussir à dégager un bénéfice suffisant. Ils n'ont pas assez de part dans la production de l'anime, ce qui fait que ça soit un succès ou pas un succès, pour eux, ça change rien et après on va pas parler des délais, on va pas parler des trucs, parce qu'en fait tout ça, ça vient avec ça. C'est qu'ils sont obligés de multiplier les productions pour, et du coup les délais se réduisent et ce qui fait que bah, tu as plus le temps de former, tu as plus le temps de prendre des risques, tu as plus le temps de faire des de tester des autres formes, de tester des productions plus expérimentales, plus indépendantes. Tu peux pas aussi faire de créa, de nouvelles IP, tu es vraiment bridé. Ce qui fait que la Japanimation est un petit peu prise en étau par tous ces enjeux-là qui dépassent totalement les artistes. Et c'est pour ça que quand je parle de Demon Slayer, je parle pas du tout du studio Ufotable, je parle pas du tout du formidable taf de Yushi Terao, comme d'habitude, le directeur de la photographie, du compositing d'Ufotable, qui a signé encore quelque chose de légendaire, qui est très fort. Et si Demon Slayer a cette identité graphique-là, ce mélange 2D, 3D, cette photographie qui semble si réaliste et en même temps si,
si pictural, bah, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce mec. Hem et je vise pas du tout Ufotable, je vise pas du tout les artistes. En fait, ils sont pris en otage et l'industrie de la japanimation tient encore parce que les Japonais sont des travailleurs incroyablement dévoués et que les animateurs en soi sont des personnes passionnées qui n'ont pas peur de de dédier leur âme en réalité à ça et c'est très, très triste de voir comment ils sont récompensés. Normalement, un studio comme le studio Ufotable ou comme n'importe quel studio au Japon doit être assez indépendant pour pouvoir, en plus des productions qu'ils font pour des comités de production, lancer leurs propres productions en parallèle, lancer leurs petits courts métrages, lancer leurs petites séries, hem, pour, au rythme auquel elles veulent. Pour pouvoir développer des talents, tester de nouvelles choses. C'est très dur de faire ça. Aujourd'hui, il y a même des studios comme la Toei, c'est très dur pour eux de faire ça. Et tout ça, en fait, c'est des problèmes. C'est pas moi qui le dis. Miyazaki en avait parlé, Hideaki Anno y en avait parlé, Maruyama, le fondateur de MAPPA, en avait parlé. D'ailleurs, il a quitté MAPPA pour faire un autre studio pour essayer de combattre ça. Oshiyama, le réalisateur de Look Back, incroyable film Look Back. Look Back, un film qui a été réalisé avec une équipe ultra réduite, qui a pris beaucoup de temps, dont les pipelines, donc c'est-à-dire la manière, de faire l'animation est assez particulière. Il a lancé son studio, il a essayé de faire quelque chose de particulier, il en parle beaucoup. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça soit Look Back, un film du coup qui parle de faire de l'art et de la manière de faire de l'art. Mais c'est compliqué. Pour un look back réussi, combien de productions on n'a pas, quoi? Et des organismes comme Crunchyroll, comme Aniplex, comme Toho, comme toutes ces grosses boîtes-là, au Japon, qui au lieu en fait, moi, la question que je me pose, c'est là où je me dis: «Est-ce que le soft power n'est pas un fléau?» Parce qu'au lieu de vouloir chercher à devenir le prochain Disney, le prochain ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent l'objectif assumé, c'est de devenir le prochain Disney. C'est-à-dire de devenir le prochain truc avec, toutes les méga IP, Star Wars, MCU, tout ça réuni et d'aller chercher des centaines de milliards de dollars parce que c'est un game où véritablement le profit est abyssal et comme le répète souvent, que ça soit le PDG de Sony Pictures ou le PDG de Crunchyroll, les fans d'anime sont un public très dévoué, très soudé et heu et en fait, j'ai l'impression qu'ils exploitent un peu ça, en fait. Ils exploitent un petit peu la, le fanatisme et l'amour des fans d'animé. Ils l'exploitent, ils le monétisent, mais ils le rendent pas bien à l'industrie, en fait. Pour moi, ils le rendent pas bien. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça se trouve, j'ai dit pas mal de bêtises aussi dans cette vidéo. N'hésitez pas à me rectifier, mais c'est l'analyse un peu ce que je fais en lisant des trucs à gauche, à droite, et cetera, en écoutant beaucoup les surtout les réalisateurs en parler. Il y a beaucoup de réalisateurs qui en parlent. Il y a des initiatives quand même qui commencent à être prises, des initiatives gouvernementales, même des idées de il y a des initiatives, mais les grands acteurs ne bougent pas assez. En réalité, les grands acteurs ne bougent pas assez, tout simplement parce qu'ils s'en foutent, tout simplement parce que c'est pas vraiment rentable pour eux. Tout bêtement, Crunchyroll, ils pourraient faire beaucoup plus de créa, ça sert à rien de f c'est sauf qu'ils s'en foutent de faire de la créa, ils préfèrent adapter, en boucle des light novels, parce que l'IP est déjà là, est déjà vérifié, il y a déjà un public, tu peux faire du merchandising autour. Voilà quoi. Ça arrange les éditeurs de light novel, ça arrange Crunchyroll, ça arrange tout le monde. Pourquoi bouger les choses? Et allons conquérir le monde avec ça. C'est dommage. Dans le même temps, dans cette liste de nominés pour les Oscars, dans cette liste de nominés pour les Oscars, on a 2 films français, 2 films d'animation français, Arco et La Petite Amélie. De très beaux films d'animation français, assez différents. Hem et ça, j'aimerais en parler parce que le modèle de production de longs métrages d'animation en Europe a beaucoup été jugé comme étant un peu en retard, parce que très, très, très rares sont les films d'animation qui sont extrêmement rentables au box-office
ou rapportent beaucoup plus que ce qu'ils ont coûté ou, ou voilà, ou sont des succès, quoi. Mais là, je trouve qu'on est quand même à un tournant parce que malgré que ça n'a jamais été des énormes succès, l'animation européenne, et plus précisément française d'ailleurs, a atteint une certaine forme de prestige parce qu'entre guillemets, dans cette mentalité un peu française, c'est l'art pour l'art. Comment on fait des films d'animation en Europe? Et ben, on arrive avec un projet, avec une idée, avec un storyboard, avec une idée un pitch de scénario, avec quelques trucs d'animation et on fait un petit peu le tour des festivals, Annecy, heu, Cartoon Brew, Cartoon Saloon, d'autres petits événements régional, local. On appelle, on demande des aides régionales. Puis quand on rentre dans le milieu, on peut contacter des personnes qui peuvent appeler, qui ont aussi des contacts en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et de festival en festival, d'appel en appel, ça peut prendre plusieurs années tout ça. Bah, il y a des gens qui vont investir un peu, une aide régionale par-ci, une, une chaîne de télé par là, une chaîne de télé, je sais pas moi, belge par là, une autre aide par-ci, par-là, un acteur privé, estonien par là-bas et toutes ces parties prenantes prennent un petit risque chacun, un petit risque, un petit risque, un petit risque chacun, pour faire naître le film. Sans attente de rentabilité parce qu'en fait, elles ont pris chacune de ces parties-là ont pris un petit risque. Elles savent très bien que les films d'animation européens, ça ne fonctionne pas bien dans tous les cas. C'est juste après pour pouvoir peut-être être à Cannes, peut-être faire certaines récompenses. Mais voilà, dans tous les cas, elles savent très bien qu'elles vont pas il y aura pas toute une économie derrière qui va se développer autour d'un film. Il y aura pas de suite, il y aura pas de d'IP qui va être développé forcément avec, des suites et cetera, ça n'existe pas. Mais le film, il va avoir le jour. Donc en fait, ça part de l'artiste, ça part du studio, du réalisateur qui a une idée et qui va toquer à des portes, souvent à des passionnés d'animation, très souvent. Et qui du coup, vont se débrouiller, il y a beaucoup de projets qui n'existent pas. Je dis pas que c'est le système parfait non plus, il y a beaucoup de projets qui échouent, il y a beaucoup mais je préfère cette relation-là parce qu'au final, tout le monde est d'accord que, bah, on sort juste un film d'animation, quoi et si vous regardez un petit peu les productions européennes, surtout françaises, bah, il y a beaucoup de trucs différents. Il y a beaucoup de méthodes d'animation différentes utilisées. Il y a beaucoup de scénarios différents, il y a beaucoup de contextes différents. On a vraiment des propositions artistiques à chaque fois qui sont uniques et cette dernière décennie, on a eu énormément de films d'animation incroyables. Heu, L'Illusionniste, Le Sommet des Dieux, Persepolis, Mars Express là, Flow qui vient de gagner l'Oscar, maintenant La Petite Amélie. Tellement de films d'animation avec des propositions artistiques singulières, uniques, qui ont pu voir le jour grâce à un modèle de production qui qui sait qu'il ne va pas faire de film rentable, qui sait qu'il ne va pas toucher, qui vise pas à toucher le plus de gens possible, mais qui est assez rodé pour juste voir apparaître des films, en fait et sans idéaliser non plus le truc, l'industrie de l'animation en France a aussi beaucoup de problèmes, surtout dans le secteur plutôt des séries. Télévisuel. Mais sur le secteur des longs métrages d'animation, moi, je suis beaucoup plus favorable à ça. Quand vous allez dans un festival comme Annecy, il y a une prolifération de petits projets qui viennent un peu de partout, qui arrivent à trouver preneur, qui arrivent à se connecter et cetera. C'est vraiment, top. Je trouve que c'est vraiment top pour l'art, quoi, pour l'industrie. C'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, l'industrie de la Japanimation, ah pas sûr, hein. Vraiment pas sûr, encore une fois, le savoir-faire est là, encore une fois, il y a tellement de talent, il y a tellement c'est tellement un pays d'animation, c'est tellement voilà. Mais ce qui se passe au plus haut,
ce qui se passe au sommet, ce qui se passe, du côté du plus mainstream et surtout de tout ce qui se passe, en fait, autour de Crunchyroll, Aniplex, tout ça, tout ça, tout ça. Je vois ça d'un mauvais œil et heureusement qu'ils ont pas eu l'Oscar, mais bon, après ça change un peu, ça change rien. De toute façon, ils vont continuer à faire des films qui artistiquement, rien ne justifie qu'ils soient des films, mais ils vont être des films parce que aussi, voilà, les avec les comment on appelle ça? Les séances IMAX, il y a tellement de raisons de faire des films que des films, on va encore en manger. Mais des vrais films d'animation, il y en aura encore et c'est plutôt ceux-là qu'il faut aller voir pour moi. Voilà. T-Motive, c'est la communauté qui gagne. Oubliez pas de vous abonner. On parle de ces sujets-là tous les jours. Toujours avec un petit angle afro d'habitude. Là, on n'a pas trop mis d'angle afro, mais voilà. Demain, je ferai peut-être une vidéo sur iShowSpeed d'ailleurs. Si une vidéo sur iShowSpeed, ça vous motive, mettez-le moi en commentaire, on veut une vidéo sur iShowSpeed. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais pas que, hein, mais pas que. Pourquoi pas une vidéo sur iShowSpeed? Et voilà, c'était Motive, à plus dans le bus.